Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de différents extraits ayant pour thème les chevaux. Les extraits proviennent d'Anna Karénine de Tolstoï, de Crime et Châtiment de Dostoïevski, du Poney Rouge de Steinbeck, du Voyage au bout de la nuit de Céline et de L'Oiseau bariolé de Kosinski. Je l'aurais bien donné au requin à bouffer moi, le commandant Pinson, et puis son gendarme avec, pour leur apprendre à vivre. Et puis mon cheval aussi en même temps pour qu'il ne souffre plus, parce qu'il n'en avait plus de dos ce grand malheureux, tellement qu'il avait mal, rien que 2 plaques de chair qui lui restaient à la place, sous la selle, larges comme mes 2 mains et suintantes, à vif, avec des grandes traînées de pus qui lui coulaient par les bords de la couverture jusqu'au jarret. Il fallait cependant trotter là-dessus, 1, 2. Il s'entortillait de trotter. Mais les chevaux, c'est encore bien plus patient que des hommes. Il ondulait en trottant. On ne pouvait plus le laisser qu'au grand air. Dans les granges, à cause de l'odeur qui lui sortait des blessures, ça sentait si fort qu'on en restait suffoqué. En montant dessus son dos, ça lui faisait si mal qu'il se courbait, comme gentiment, et le ventre lui en arrivait alors aux genoux. Ainsi on aurait dit qu'on grimpait sur un âne. C'était plus commode ainsi, faut l'avouer. On était bien fatigués nous-mêmes, avec tout ce qu'on supportait en acier sur la tête et sur les épaules. En arrivant au sommet de la crête, Jody était essoufflé. Il s'arrêta en soufflant bruyamment. Le sang battait à ses oreilles. Alors il vit ce qu'il cherchait. Au-dessous de lui, dans des petites clairières de la brousse, le poney rouge était couché. De loin, Jody put voir les pattes qui s'agitaient lentement et convulsivement. Les busards étaient posés en cercle autour de lui, attendant l'instant de la mort qu'ils connaissent si bien. Jody bondit en avant et dégringola la colline. Le sol mouillé amortissait ses pas et le fourré le cachait. Quand il arriva, tout était fini. Le premier busard était posé sur la tête du poney, et son bec venait de se redresser dégoûtant du liquide noirâtre des yeux. Jody bondit au milieu du cercle comme un chat. La confrérie noire se leva comme un nuage, mais le gros busard qui se trouvait sur la tête s'y prit trop tard. Comme il sautillait pour prendre son vol, Jody l'attrapa par le bout de l'aile et le tira au sol. L'oiseau était presque aussi grand que lui. L'aile restée libre s'écrasa sur son visage avec la force d'une massue, mais il tint bon. Les serres s'enfoncèrent dans sa jambe et l'articulation de chacune des ailes frappa sa tête à coups redoublés. Jody, aveuglé, tâtonnait de sa main libre. Ses doigts trouvèrent le cou de l'oiseau qui se débattait. Les yeux rouges le regardèrent en face, calme, sans peur, féroce. La tête dénuée tourna de droite et de gauche. Puis le bec s'ouvrit et vomit un jet de liquide putréfié. Jody avança le genou et se laissa tomber sur le grand oiseau. Il maintint le cou au sol d'une main, tandis que l'autre cherchait un morceau de quartz blanc coupant. Le premier coup brisa le bec sur le côté, et un sang noir jaillit du coin tordu et parcheminé de la bouche. Jody frappa de nouveau et le manqua. Les yeux rouges sans peur le regardaient toujours, impersonnel, dénué d'effroi, détaché. Il frappa encore et encore, jusqu'à ce que le busard fût étendu mort, jusqu'à ce que sa tête ne fût plus qu'une pulpe rouge. Il continuait à frapper l'oiseau quand Billy Buck l'attira en arrière et le serra fortement pour contenir son tremblement. Karl Tiflin essuya le sang de la figure de l'enfant avec un foulard rouge. Jody était maintenant pâle et calme. Son père poussa le busard du bout du pied. Jody, expliqua-t-il, ce n'est pas le busard qui a tué le poney. Tu ne sais pas ça? Je le sais, dit Jody avec lassitude. Ce fut Billy qui se mit en colère. Il avait soulevé Jody dans ses bras et s'apprêtait à le porter à la maison. Mais il se retourna vers Karl Tiflin. Bien sûr qu'il le sait, dit Billy avec fureur. Nom de Dieu! Tout de même, vous ne comprenez donc pas ce que ça lui fait? Un dernier fossé, large de 2 archines, restait encore. C'est à peine si Ronski y faisait attention, mais, voulant arriver premier, bien avant les autres, il se mit à rouler son cheval. La jument s'épuisait, son cou et ses épaules étaient mouillés, la sueur perlait sur son garrot, sa tête et ses oreilles. Sa respiration devenait courte et haletante. Il savait cependant qu'elle serait de force à fournir les 200 sagènes qui le séparaient du but, et ne remarquait l'accélération de la vitesse que parce qu'il touchait presque terre. Le fossé fut franchi sans qu'il s'en aperçût. Froufrou s'envola comme un oiseau plutôt qu'elle ne sauta. Mais en ce moment Ronski sentit avec horreur qu'au lieu de suivre l'allure du cheval, le poids de son corps avait porté à faux en retombant en selle, par un mouvement aussi inexplicable qu'impardonnable. Comment cela s'était-il fait? Il ne pouvait s'en rendre compte, mais il comprit qu'une chose terrible lui arrivait. L'alezan de Maotine passa devant lui comme un éclair. Ronski touchait la terre d'un pied. La jument s'affaissa sur ce pied, et il eut à peine le temps de se dégager qu'elle tomba complètement, soufflant péniblement et faisant, de son cou délicat et couvert de sueur, d'inutiles efforts pour se relever. Elle gisait à terre et se débattait comme un oiseau blessé. Par le mouvement qu'il avait fait en selle, Ronski lui avait brisé les reins, mais il ne comprit sa faute que plus tard. Il ne voyait qu'une chose en ce moment, c'est que Gladiator s'éloignait rapidement, et que lui il était là, seul, sur la terre détrempée, devant Froufrou abattu, qui tendait vers lui sa tête et le regardait de ses beaux yeux. Toujours sans comprendre, il tira sur la bride.
La pauvre bête s'agita comme un poisson pris au filet, et chercha à se redresser sur ses jambes de devant. Mais, impuissante à relever celle de derrière, elle retomba tremblante sur le côté. Wronski, pâle et défiguré par la colère, lui donna un coup de talon dans le ventre pour la forcer à se relever. Elle ne bougea pas, et jeta à son maître un de ses regards parlants, en enfonçant son museau dans le sol. « Mon Dieu, qu'ai-je fait » hurla presque Wronski en se prenant la tête à deux mains. « Que ai-je fait » Et la pensée de la course perdue, de sa faute humiliante et impardonnable, de la malheureuse bête brisée, tout l'accabla à la fois. « Que ai-je fait » On accourait vers lui, le chirurgien et son aide, ses camarades, tout le monde. À son grand chagrin, il se sentait sain et sauf. Le cheval avait l'épine dorsale rompue. Il fallut l'abattre. Incapable de proférer une seule parole, Wronski ne put répondre à aucune des questions qu'on lui adressa. Il quitta le champ de course, sans relever sa casquette tombée, marchant au hasard sans savoir où il allait. Il était désespéré. Pour la première fois de sa vie, il était victime d'un malheur auquel il ne pouvait porter remède, et dont il se reconnaissait seul coupable. Épuisés, couverts de boue, nous atteignîmes enfin un village. Aussitôt une meute de chiens grondants nous encercla. Je les tenais à distance grâce à ma comète, brûlant les poils des plus agressifs. Le cheval demeurait impassible, en proie à une sorte de torpeur. Quelques paysans sortirent de leur cabane, et parmi eux se trouvait le propriétaire du cheval, tout surpris, qui avait versé avec sa charrette, 2 jours auparavant. Il chassa les chiens, examina la jambe cassée de sa bête, et déclara qu'il fallait l'achever. Tout ce qu'on pouvait en tirer, c'était un peu de viande, une peau à tanner, et de la poudre d'os à usage médicinal. En fait, dans la région, les os étaient la denrée la plus appréciée. Broyés et mélangés avec une infusion de plantes, ils constituaient le remède de presque toutes les maladies. On soignait les rages de dents avec un emplâtre de cuisses de grenouille et de dents de cheval. La poudre de sabot brûlé guérissait les rhumes en 2 jours, alors qu'un osiliaque, appliqué sur le corps d'un épileptique, avait pour effet d'éviter les crises. Pendant que le fermier examinait l'animal, je m'étais tenu à l'écart. Puis ce fut mon tour. Il me demanda d'où je venais et ce que j'avais fait jusqu'alors. Je répondis très prudemment, soucieux d'éviter toute réponse propre à éveiller des soupçons. Il me fit répéter à plusieurs reprises tout ce que je disais, riant de ma maladresse à employer le dialecte local. Il tenait absolument à savoir si j'étais juif ou bohémien. Je lui jurai de 1000 façons que j'étais un bon chrétien et un travailleur obéissant. D'autres paysans m'entouraient et me détaillaient d'un œil critique. Enfin, le fermier décida de m'engager comme valet de ferme. Je tombai à genoux et lui baisai les pieds. Le lendemain matin, le fermier sortit de l'écurie 2 chevaux vigoureux. Il les attela à la charrue et les mena jusqu'au cheval blessé qui attendait patiemment, près d'une barrière. Il lui jeta un lasso autour de l'encolure et en fixa l'extrémité à la charrue. Les 2 bêtes de trait dressèrent les oreilles et lancèrent un regard indifférent à la victime désignée, qui haletait et tordait son maigre cou, serré par la corde. Je me demandais comment je pouvais lui sauver la vie et comment le convaincre de mon innocence. Quand le fermier s'approcha pour vérifier la bouche, le pauvre animal tourna la tête et lui lécha la joue. Sans lui accorder un regard, il lui assena sur les naseaux une terrible claque. Le cheval baissa le nez, blessé et humilié. J'étais prêt à me jeter aux pieds du fermier et à implorer la grâce de mon ami, mais je surpris dans ses grands yeux affolés un regard plein de reproches. Je savais ce qui arrivait lorsqu'un homme ou un animal, sur le point de mourir, comptait les dents de celui qu'il croyait responsable de sa mort. Je n'osais prononcer un mot, tant que le cheval me dévisageait avec une telle tristesse. J'attendais, mais son regard ne me lâchait pas. Soudain le fermier cracha dans ses mains, s'empara d'un fouet à nœuds et cingla les flancs de son attelage. Les chevaux bondirent en avant, la corde se tendit et la boucle du lasso se resserra autour du cou du condamné. En poussant un cri rauque, il s'écroula à terre, comme une barrière soufflée par le vent, et fut traîné quelques mètres sur le sol. Quand les 2 chevaux s'arrêtèrent, pantelant, le fermier se pencha sur le corps de l'animal et lui donna des coups de pied sur le cou et les genoux. Il ne réagit pas. Les 2 autres, sentant la mort, se mirent à gratter le sol du sabot. Je passai le reste de la journée avec le fermier, à dépioter la carcasse et à en découper les os. Mais, à présent, chose étrange, à cette lourde charrette est attelé un petit cheval rouan d'une maigreur pitoyable, une de ces rosses qu'il avait vu bien souvent tirer avec peine une autre charretée de bois ou de foin, que les paysans accablent de coups, allant jusqu'à les frapper en plein museau et sur les yeux quand les pauvres bêtes s'épuisent vainement à essayer de dégager le véhicule embourbé. Ce spectacle lui faisait toujours venir les larmes aux yeux quand il était enfant, et sa maman alors se hâtait de l'éloigner de la fenêtre. Soudain, un grand tapage s'élève dans le cabaret. Il en sort, avec des cris, des chants, un tas de grands moujiks avinés, en chemise bleue et rouge, la balalaïka à la main, la souquenille jetée négligemment sur l'épaule. « Montez, montez tous !» crie un homme encore jeune, au cou épais, à la face charnue d'un rouge carotte. « Je vous emmène tous, montez !» Ces paroles provoquent des exclamations et des rires. Une rosse pareille faire le chemin, mais il faut que tu aies perdu l'esprit, Mikolka,
pour atteler une pauvre bête comme ça à cette charrette. Dites donc, les amis, elle a au moins 20 ans cette jument Juan. Montez, j'emmène tout le monde. Se remet à crier Mikolka, en sautant le premier dans la charrette. Il saisit les rênes et se dresse de toute sa taille sur le siège. Le cheval bai est parti tantôt avec Mathieu, crie-t-il de sa place, et cette jument-là, les amis, est un vrai crève-cœur pour moi. J'ai envie de la battre, parole d'honneur, elle n'est même pas capable de gagner sa nourriture. Montez, vous dis-je. Je la ferai bien galoper. Je vous dis que je la ferai galoper. Il prend son fouet et se prépare avec délice à fouetter la jument Juan. Mais montez donc, voyons, ricane-t-on dans la foule, puisqu'on vous dit qu'elle va galoper. Il y a au moins 10 ans qu'elle n'a pas galopé. Oh, elle vous ira bon train. Ne la ménagez pas, les amis, prenez chacun un fouet. Allez-y. C'est cela. Fouettez-la. Tous grimpent dans la charrette de Mikolka avec des rires et des plaisanteries. Ils s'y sont fourrés à 6 et il reste encore de la place. Ils prennent avec eux une grosse paysanne à la face rubiconde, vêtue d'une sarafane, la coiffure garnie de verroterie. Elle croque des noisettes et ricane. La foule qui entoure l'équipage rit aussi et, en vérité, comment ne pas rire à l'idée qu'une pareille rosse devra emporter au galop tout ce monde. 2 gars qui se trouvent dans la charrette prennent aussitôt des fouets pour aider Mikolka. On crie « Allez !» Le cheval tire de toutes ses forces. Il est non seulement incapable de galoper, mais c'est à peine s'il réussit à marcher au pas. Il piétine, gémit, plie le dos sous les coups que tous les fouets font pleuvoir sur lui drus comme grêle. Les rires redoublent dans la charrette et parmi la foule. Mais Mikolka se fâche, et dans sa colère, frappe de plus belle la petite jument comme s'il espérait la faire galoper. « Frère, laissez-moi monter moi aussi », fait un gars alléché par ce joyeux tintamarre. « Monte !» »« Montez tous !» crie Mikolka. « Elle nous emmènera tous, je la ferai bien marcher à force de coups. » Et de fouetter la bête. Dans sa fureur, il ne sait même plus avec quoi la frapper pour la faire souffrir davantage. « Papa, petit père !» crie Rodia. « Petit père, que font-ils ?» Ils battent le pauvre petit cheval. « Allons, viens, viens, dit le père. Ce sont des ivrognes, ils s'amusent, les imbéciles. Allons-nous-en, ne regarde pas. » Il veut l'emmener, mais l'enfant lui échappe et se précipite hors de lui vers la pauvre bête. Le malheureux animal est déjà à bout de force. Il s'arrête tout haletant, puis se remet à tirer. Peu s'en faut qu'il ne s'abatte. « Fouettez-la, qu'elle en crève !» hurle Mikolka. « Il n'y a que ça, je vais m'y mettre. »« Pour sûr, tu n'es pas un chrétien, espèce de démon !» crie un vieillard dans la foule. « A-t-on jamais vu une petite jument comme celle-là traîner une charge pareille ?» Ajoute un autre. « Tu la feras crever !» crie un troisième. « Ne m'embêtez pas, elle est à moi, j'en fais ce que je veux. Venez, montez tous. Je veux absolument qu'elle galope. » Soudain, une bordée d'éclats de rire retentit dans la foule et couvre la voix de Mikolka. La jument, accablée de coups redoublés, avait perdu patience et s'était mise à ruer malgré sa faiblesse. Le vieux n'y peut tenir et partage l'hilarité générale. Il y avait de quoi rire en effet. Un cheval qui tient à peine sur ses pattes et qui rue. 2 gars se détachent de la foule, s'arment de fouet et courent cingler la bête des 2 côtés, l'un à droite, l'autre à gauche. Fouettez-la sur le museau, dans les yeux, en plein dans les yeux, vocifère Mikolka. « Frère, une chanson !» crie quelqu'un dans la charrette, et tous de reprendre le refrain. La chanson grossière retentit, le tambourin résonne, on siffle la ritournelle. La paysanne croque ses noisettes et ricane. Rodia s'approche du petit cheval. Il s'avance devant lui, il le voit frapper sur les yeux, oui sur les yeux. Il pleure. Son cœur se gonfle, ses larmes coulent. L'un des bourreaux lui effleure le visage de son fouet. Il ne le sent pas, il se tord les mains, il crie, il se précipite vers le vieillard à la barbe blanche qui hoche la tête et semble condamner cette scène. Une femme le prend par la main et veut l'emmener. Il lui échappe et court au cheval, qui à bout de force tente encore de ruer. « Le diable t'emporte, maudit !» vocifère Mikolka dans sa fureur. Il jette le fouet, se penche, tire du fond de la carriole un long et lourd brancard, et le tenant à 2 mains par un bout, il le brandit péniblement au-dessus de la jument Juan. Il va l'assommer, crie-t-on autour de lui. La tuer. Elle est à moi, hurle Mikolka. Il frappe la bête à bras raccourcis. On entend un fracas sec. Fouette-la, fouette-la, pourquoi t'arrêtes-tu? Crient des voix dans la foule. Mikolka soulève encore le brancard, un second coup s'abat sur l'échine de la pauvre Aridel. Elle se tasse. Son arrière-train semble s'aplatir sous la violence du coup, puis elle sursaute et se met à tirer avec tout ce qui lui reste de force, afin de démarrer, mais elle ne rencontre de tous côtés que les 6 fouets de ses persécuteurs. Le brancard se lève de nouveau, retombe pour la 3e fois, puis pour la 4e, d'une façon régulière. Mikolka est furieux de ne pouvoir l'achever d'un seul coup. Elle a la vie dure, crie-t-on autour de lui. Elle va tomber, vous verrez, les amis, sa dernière heure est venue, observe un amateur, dans la foule. Prends une hache, il faut en finir d'un coup, suggère quelqu'un. Qu'avez-vous à Bayer aux corneilles? Place. Hurle Mikolka. Il jette le brancard, se penche,
fouille de nouveau dans la charrette et en retire cette fois un levier de fer. « Gare !» crie-t-il, il assène de toutes ses forces un grand coup à la pauvre bête. La jument chancelle, s'affaisse, tente un dernier effort pour tirer, mais le levier lui retombe de nouveau pesamment sur l'échine. Elle s'abat sur le sol, comme si on lui avait tranché les 4 pattes d'un seul coup. « Achevons-la !» hurle Mikolka. Il bondit, pris d'une sorte de folie, hors de la charrette. Quelques gars, aussi ivres et cramoisis que lui, saisissent ce qui leur tombe sous la main. Des fouets, des bâtons ou un brancard, et ils courent sur la petite jument expirante. Mikolka, debout près d'elle, continue à frapper de son levier, sans relâche. La pauvre Haridel allonge la tête, pousse un profond soupir et crève. Il l'a achevé. Crie-t-on dans la foule. Et pourquoi ne voulait-elle pas galoper? Elle est à moi, crie Mikolka, son levier à la main. Il a les yeux injectés de sang et semble regretter de n'avoir plus personne à frapper. Eh bien, vrai, tu es un mécréant, crient plusieurs assistants dans la foule. Mais le pauvre garçonnet est hors de lui. Il se fraye un chemin, avec un grand cri, et s'approche de la jument rouane. Il enlace son museau immobile et sanglant, l'embrasse. Il embrasse ses yeux, ses lèvres, puis il bondit soudain et se précipite, les poings en avant, sur Mikolka. Au même instant, son père qui le cherchait depuis un moment, le découvre enfin, l'emporte hors de la foule. Le cheval est vu comme une victime de la barbarie des hommes. Dans l'oiseau bariolé, le cheval est tué par le fermier qui encercle le cou du cheval par un lasso qui sera tiré par 2 chevaux dans le but d'étrangler le cheval. L'animal était toutefois condamné à cause de sa jambe cassée. Le fermier ne voit que ce qu'il peut tirer du cheval une fois qu'il sera mort, c'est-à-dire sa chair, ses dents et ses os. Dans Voyage au bout de la nuit, le cheval est blessé au dos. Il a 2 grandes plaies sur le dos qui doivent être la conséquence d'un usage trop répété de l'animal et, ou de l'utilisation d'une selle non adaptée. Même blessé, l'animal continue d'être utilisé, et c'est sur ce point que l'homme devient inhumain. Bardamu nous cite 3 conséquences négatives de l'utilisation de l'animal. Quand on monte sur le cheval, l'animal plie le dos à cause de la douleur, ce qui fait que son ventre arrive au niveau de ses genoux. Quand on tente de trotter avec l'animal, il se tortille, une fois de plus à cause de la douleur. La 3e conséquence est l'odeur que dégage l'animal à cause de l'infection dont il est l'objet. Dans Crime et Châtiment, la jument rouane est battue jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'animal est battu par son propriétaire nommé Mikolka, mais aussi par les passagers de la charrette. C'est Mikolka qui enjoint les passagers à battre l'animal. Mikolka légitime ses actes en disant qu'il est le propriétaire de la jument et que donc il a tous les droits sur l'animal. Mikolka souhaite que sa jument tire la charrette et qu'elle le fasse au galop. Cependant la charrette est trop lourde pour la jument qui ne parvient même pas à avancer au pas. Au fur et à mesure que le temps passe, il y a de plus en plus de passagers dans la charrette puisque Mikolka les invite à venir prendre place dans la charrette. La charge devient donc de plus en plus lourde. On se doute que la jument qui ne parvenait pas à faire bouger la charrette dès le début, y arrivera encore moins avec un poids total en augmentation. Au début du passage, Mikolka utilise seulement le fouet. Puis, il engage les autres passagers à également utiliser le fouet sur la jument. Il préconise de fouetter l'animal sur des points sensibles que sont le nez et les yeux. Le fait que cela ne fait pas avancer la jument et que la jument, loin de se laisser faire, se met à ruer, fait entrer Mikolka dans un état de colère. Il frappe plusieurs fois l'animal avec un brancard. Mikolka ne parvient pas à tuer l'animal, ce qui le fait entrer dans un état de fureur. Il prend ensuite un levier de fer et en donne des coups à l'animal qui tombe à terre. Mikolka continue son action et les passagers de la charrette prennent ce qui leur tombe sous la main afin de frapper eux aussi l'animal. La jument finit par décéder. Dans Anna Karénine, Ronski participe à une course avec une jument nommée Froufrou. Au cours de la course, il a un accident. La jument tombe à terre car elle a l'épine dorsale de cassée. Dans le passage, 2 choses entrent en contradiction. Ronski veut arriver le premier à la course, cependant la jument présente des signes d'épuisement. Lors du dernier obstacle, la jument s'effondre et un autre cheval passe devant. Ronski est coupable de ce qui arrive à la jument. En effet, Ronski a cassé les reins de la jument à cause d'un mouvement qu'il a fait en selle lors du saut du dernier obstacle. Ronski ressent plusieurs sentiments. Il a honte, car il a perdu la course, mais en même temps il s'en veut de son erreur qui a conduit la jument à être blessée comme le démontre la répétition de la phrase « Qu'ai-je fait ?» Ronski essaie de la faire remettre sur ses sabots. Cependant l'animal ne peut plus se mettre sur ses pattes arrière et retombe. Ronski ne prend pas ses responsabilités. Il ne met pas fin aux souffrances de l'animal et s'en va du champ de course en laissant l'animal encore vivant derrière lui. Des actions conduisant à la mort de l'animal. Dans Anna Karénine, Ronski n'est pas la cause de la mort de la jument Froufrou. Dans l'extrait, la jument n'est pas morte, mais gravement blessée. La cause en est la mauvaise position de Ronski sur la selle suite au saut du dernier obstacle. Les blessures de la jument ne sont pas soignables et l'animal est condamné. Les mots « il fallut la battre » signifient que quelqu'un doit mettre fin aux souffrances de la jument. Cependant ce n'est pas Ronski qui le fera puisqu'il quitte le champ de course complètement désespéré.
Dans le poney rouge, lorsque Jody arrive près de son poney, celui-ci est déjà mort. Tout ce qu'il peut faire, c'est empêcher les busards de manger son poney. Quasiment tous les busards s'envolent à l'approche de l'enfant. Cependant le busard situé sur la tête du poney est plus lent que les autres. Celui-ci se fera attraper par Jody et sera battu à mort. Dans Crime et Châtiment, Mikolka est le seul coupable de la mort de la jument Juan. Tout d'abord, il est inconscient de ce qu'il demande à la jument. Il demande à son animal de transporter une charrette trop lourde que la jument est incapable de tirer. En invitant d'autres personnes à venir sur la charrette, il rend la tâche de la jument encore plus impossible. Mikolka s'est mis en tête de faire avancer la jument et même plus de la faire galoper. Il vient de sortir d'un cabaret, l'alcool est peut-être la cause du souhait impossible de Mikolka et du fait que Mikolka ne se rende pas compte de l'impossibilité de la jument à faire ce qu'il demande. L'alcool est peut-être la source de l'entêtement de Mikolka et de son enragement. C'est Mikolka qui frappe sa jument avec son fouet, puis avec le brancard. C'est aussi Mikolka qui enjoint les autres personnages à frapper la jument. Il se cache derrière son statut de propriétaire qui lui donnerait tous les droits sur sa jument. Dans L'Oiseau bariolé, c'est le fermier qui décide de la mort du cheval à la jambe cassée. C'est également lui qui met tout en œuvre pour causer la mort de l'animal. Après que le narrateur ait ramené au propriétaire son cheval, le fermier décide qu'il faut achever l'animal. Ce n'est que le lendemain que la mise à mort a lieu. Le fermier passe un lasso autour du cou du cheval. Le lasso est accroché à la charrue. Lorsque le fermier donne l'ordre à ses deux autres chevaux de tirer la charrue, le lasso se resserre et étrangle l'animal. L'action ne finit que lors de la mort du cheval. De la compassion. Dans le poney rouge, Jody ressent de la compassion pour son poney. Même une fois le poney mort, il continue d'en prendre soin en empêchant les busards de manger l'animal. Le busard placé sur la tête du poney, qui a vraisemblablement commencé à se nourrir du poney, connaîtra la colère du petit garçon qui se battra avec lui et finira par mettre fin à sa vie. Dans Voyage au bout de la nuit, Bardamu a de la compassion envers son cheval. Quand il dit qu'il donnerait bien son cheval à manger au requin, il pense à mettre fin aux souffrances de l'animal. Cependant ceci ne reste qu'une volonté. Bardamu ne met pas fin au jour de son cheval, mais au contraire continue de l'utiliser tout en remarquant l'attitude étrange de son cheval due à la douleur. Cependant Bardamu n'est pas responsable de la souffrance de l'animal. Il ne peut rien faire et comme il le remarque lui-même, on était bien fatigués nous-mêmes, avec tout ce qu'on supportait en acier sur la tête et sur les épaules. Le cheval, on le devine, servira jusqu'à ce que mort s'ensuive. Dans Crime et Châtiment, le jeune Rodia a de la compassion envers la jument Juan qui se fait battre. Il est témoin de la scène, bien que son père ait voulu lui faire éviter un tel spectacle en amenant son fils ailleurs. Quand il rejoint la jument, il est déjà trop tard, elle est morte. Le garçon enlace le museau de l'animal. Il veut se battre avec Mikolka, mais son père l'emporte ne permettant pas à Rodia d'en découdre avec Mikolka. Dans Anna Karénine, Ouronski, même s'il est coupable des blessures de sa jument, ressent de la compassion envers elle. Tout d'abord, Ouronski ne comprend pas sa faute. Il reste cadré sur le fait qu'il vient de se faire doubler par un autre cheval. Car il n'a pas encore conscience de son erreur, il force la jument à se relever, mais c'est en vain. La répétition de « que ai-je fait » signifie que Ouronski se reconnaît comme coupable de ce qui vient de se produire. L'accablement dont il fait preuve le rend incapable de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire mettre à mort l'animal. Dans L'Oiseau bariolé, le narrateur fait preuve de compassion envers le cheval blessé. Tout d'abord, c'est grâce à sa patience que le jeune garçon parvient à amener le cheval à la jambe cassée jusqu'au village. Le cheval attend de la compassion de la part du fermier, c'est pourquoi il lui lèche la joue alors que le lasso lui serre déjà le cou. Cependant le fermier n'a pas un tel sentiment puisqu'il inflige au cheval une claque. Le cheval attend aussi de l'aide de la part du narrateur. Cependant le narrateur ne peut pas l'aider. Il est lui-même en état de difficulté puisqu'on le prend pour un juif ou un tzigane à cause de ses cheveux noirs en pleine Seconde Guerre mondiale. Le garçon est aussi dans l'impossibilité d'aider le cheval puisqu'il vient de se faire embaucher en tant que garçon de ferme, ce qui lui assure une certaine stabilité. Les chevaux servent aux hommes jusqu'à la fin. Dans Voyage au bout de la nuit, le cheval de Bardamu est blessé au dos. Cependant, il continue de servir les hommes. Quand on lui monte sur le dos, il s'affaisse à cause de la douleur, ce qui fait que son ventre atteint ses genoux. Bardamu trouve cela plus commode, car la hauteur à grimper diminue. Quand on demande au cheval de trotter, il se dandine une fois de plus à cause de la douleur. Bardamu souligne la patience de l'animal en disant qu'il est bien plus patient qu'un homme. Cependant Bardamu est incapable de plaindre davantage l'animal, car en tant que soldat, il a lui aussi des tâches difficiles à effectuer. Dans Crime et Châtiment, la jument Juan essaie de servir du mieux qu'elle le peut les hommes. Malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à tirer la charrette. Sous les coups, elle tente de se rebeller en faisant des ruades. Cependant les coups ne s'arrêtent pas et continuent avec plus de violence. Cette insubordination est peut-être le cause de la hausse de colère de Mikolka, qui ne prend plus le fouet pour battre l'animal, mais un brancard. La jument essaiera jusqu'à ce qu'elle soit à terre de tirer la charrette, mais elle n'y arrivera jamais. Dans L'Oiseau bariolé,
Le cheval à la jambe cassée fait preuve de complaisance envers le jeune garçon, car même avec une jambe cassée, il accepte de suivre le narrateur. Alors que le fermier va le tuer, le cheval attend patiemment près d'une barrière. Une fois la corde autour du cou, le cheval cherche à améliorer son sort en léchant le fermier et en regardant le narrateur. Rien de tout cela lui sera utile, puisque personne n'interviendra en sa faveur. Comme dans Voyage au bout de la nuit, le narrateur aimerait intervenir, mais il est dans une telle situation qu'il ne peut rien faire. Dans Anna Karénine, la jument essaie de faire de son mieux pour satisfaire son cavalier. Elle continue de courir et de sauter, alors qu'elle présente des signes de fatigue. Il est écrit que la jument s'envole comme un oiseau au-dessus du dernier obstacle, plutôt qu'elle le saute. Une fois à terre, Froufrou regarde Oronski de ses beaux yeux, comme si elle cherchait à communiquer avec lui. Quand Oronski lui tire la bride, pour faire plaisir à son cavalier, elle essaie de se mettre debout alors que c'est impossible. Quand Oronski lui donne un coup de pied pour forcer la jument à se relever, il est écrit qu'elle jette à son maître un de ses regards parlants. Dans le poney rouge, le poney a servi Jody tant qu'il était en forme. Le poney a dû lutter contre quelque chose qu'il ne pouvait pas combattre, qui est la maladie. Dans l'extrait sélectionné, le poney meurt après avoir été longtemps malade. C'est Jody qui prend soin du corps du poney en chassant les busards et en tuant le busard qui a commencé à se nourrir de son poney.